Bienvenue à toutes et à tous. Je vais me présenter. Donc, je suis Marie-Emma Castanera. Je travaille au CETREC avec mon collègue Justin, qui sera à la technique aujourd'hui. Je vais être l'animatrice de la rencontre qui s'intitule Vers une transformation pédago-numérique favorisant la réussite éducative. Et donc, avant de commencer, juste quelques règles simples de bon fonctionnement en ligne. On vous demandera de garder vos micros fermés tout au long des présentations pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bruit qui vienne parasiter les présentations de nos invités. Et puis, vous pouvez laisser la caméra ouverte sans problème ou la fermer à votre guise. Et puis, vous signalez qu'aujourd'hui, on a la chance d'assister à 2 présentations. La période de questions s'effectuera à la fin de la rencontre, donc pour environ 10 minutes. Donc, si vous avez des questions qui arrivent au cours de la rencontre, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage. Normalement, c'est un petit bouton «Discuter» en bas de votre écran où vous pouvez écrire vos questions et Justin et moi, on les prendra par écrit pour ensuite les poser à la fin. Sinon, à la fin de la rencontre, vous pourrez aussi réagir en levant la main et ouvrir votre micro pour poser vos questions. Donc ça, c'est avec le petit bouton réaction en bas à droite de votre écran. Donc, est-ce que jusqu'ici, tout va bien pour les personnes que je vois à l'écran? Ouais, superbe. Merci pour les hochements de tête. Je pense que j'ai fait le tour des 2 présentations. Je suis très heureuse d'accueillir avec nous Marie-Claude Rancourt pour la première présentation qui va nous parler des 5 leviers vers une transformation numérique en éducation. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue parmi nous. Je vois des visages connus, c'est plaisant. Et oui, je vois dans le clavardage que c'est déjà actif, qu'il y a des personnes qui se connaissent. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole et j'introduirai nos 2 autres invités par la suite. Bonne présentation à tous et on est disponible si vous avez des questions dans le clavardage. Voici. Juste un instant, le temps que j'organise mon écran. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous. Je regarde par là parce qu'elles sont à ma gauche, mais je suis accompagnée aujourd'hui, comme on le mentionnait, là, de Rachel et de Christelle, qui se présenteront un peu plus tantôt, mais qui font partie de la grande famille du récit. Je me présente brièvement. Je suis Marie-Claude Rancourt. Je suis conseillère pédagogique pour le Service national du récit dédié à l'accompagnement des gestionnaires scolaires. Mais je suis d'abord avant tout une passionnée d'éducation qui a travaillé pendant plus de près de 25 ans maintenant dans le réseau, principalement à titre d'enseignante, mais aussi de conseillère pédagogique. Je suis en train de compléter une maîtrise en administration scolaire là, qui s'intéresse à l'accompagnement des directions d'école et notamment par rapport là, au développement de leurs compétences de leader dans le déploiement des pratiques collaboratives. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil. Oups, il faut que je change là. Désolée. Je voulais faire un petit clin d'œil au récit. En fait, pour ceux qui connaissent, je voyais dans l'assistance qu'il y en avait plusieurs parmi vous qui sont de nos collègues du récit. Mais en fait, le récit, hein, c'est une organisation qui se déploie à travers la province. En fait, ça réunit plus de 300 conseillers pédagogiques qui sont répartis dans des services locaux. Hein. En fait, les CSS, les CS. Il y a des services régionaux, il y a aussi des services nationaux duquel je fais partie. Alors, on travaille tous ensemble là, à l'intégration du numérique pour favoriser la réussite des élèves. On accompagne en fait le réseau, un accompagnement qui, désolée, un accompagnement qui s'avère nécessaire là, depuis les dernières années notamment, où on a dû s'adapter à une multitude de changements. En fait, on aime utiliser l'image du train. En fait, il y a peut-être avant la pandémie, on regardait le train du numérique passer, mais on a été obligé, ou en tout cas, on a dû le prendre, puis il s'est transformé aussi en TGV. On en est tous témoins, en fait. Mais
Est-ce qu'on est encore confortable? Est-ce qu'on est confortable dans le train du numérique, en fait? Hein? Est-ce que parfois on aimerait mieux en sortir ou qu'il ralentisse un peu? Ça dépend. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes, mais une chose est certaine, on ne peut pas revenir en arrière. Puis ça m'amène à l'intention de la présentation, qui est d'identifier des leviers pour consolider, en fait, cette transformation numérique-là dans nos organisations, mais au service de la réussite éducative. Une transformation numérique qui s'inscrit dans le plan stratégique gouvernemental, en fait, puis dont le ministère de l'Éducation aussi s'est arrimé. C'est des documents qui datent, qui prennent échéance finalement en 2023. On est en attente des nouvelles orientations qui devraient arriver sous peu. On le souhaite tous. En fait, voici les 5 leviers que nous avons identifiés, en fait. Je voulais présenter, bref. C'était les 5 leviers que notre équipe au Service national du récit, on a pu observer, en fait, à travers notre expérience sur le terrain, puis aussi à travers des travaux qu'on a menés. Alors, le premier levier qu'on identifie, c'est donner du sens, en fait. Si on veut favoriser l'engagement des acteurs du réseau, bien, il est prioritaire qu'on s'intéresse au sens, en fait, au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit s'engager dans cette transformation-là? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Puis en quoi c'est important? En fait, je me suis amusée à mettre ici quelques éléments, hein, parce que tout d'abord, on est à l'ère du numérique, en fait. Hein, on en a partout autour de nous. Dans les dernières années, on a dû s'adapter à des nouvelles réalités, notamment, on se souvient de Clic Santé durant la pandémie, aller prendre nos rendez-vous pour la vaccination, les tests COVID. Il y a eu aussi, il y a plein de gens parmi nous qui ont appris à découvrir Zoom, à toutes sortes de plateformes pour rester en communication, rester en contact. Ça a été fort utile. Pour se divertir aussi, les réseaux sociaux notamment, se renseigner aussi. Puis, nouvellement, hein, renouveler notre permis de conduire ou nos immatriculations. Il y a eu certains écueils, mais quand même, hein, on n'a pas le choix. On est tous confrontés à ces nouvelles, en fait, à ces façons de faire-là. Puis, on doit y faire face, puis vivre avec, en fait. C'est dans le même esprit que dire de l'intelligence artificielle. Hein. Depuis quelques semaines, j'ai relevé ici quelques articles, mais j'aurais pu en mettre encore plus. Les médias sont inondés, en fait, par toutes sortes d'articles autour de l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. Puis ça met finalement en lumière différents enjeux. Ça soulève d'énormes questions. Je ne suis absolument pas la spécialiste de tout ça. Par contre, on n'a pas à avoir une très, très, très grosse boule de cristal, une boule de cristal très, très performante pour comprendre que tout ça, c'est le début, hein, c'est le début de tout ce que ça l'amène de beau, de possible, mais aussi des enjeux que ça soulève, des différentes questions éthiques, des questions d'ordre pédagogique aussi. Alors, c'est important qu'on devienne de plus en plus outillés pour comprendre cette intelligence artificielle-là, les impacts que ça va avoir sur nous. Puis si nous, on ne le devient pas suffisamment, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais au moins qu'on forme la génération qui suit à le devenir pour être capable d'affronter les enjeux que tout ça va apporter. En fait, ça, c'est un ouvrage que je vais vous reparler tantôt, mais l'idée derrière cette citation-là, c'était que l'école est le reflet finalement de la société dans laquelle elle évolue. Et actuellement, ben, on peut constater que cette société-là est en profond changement. Puis l'école a la responsabilité, en fait, a le rôle de s'y arrimer puis de s'adapter. En fait, si on revient un peu en arrière, là, bien avant l'accélérateur pandémique, il y avait le fameux plan d'action numérique qui, lui aussi, là, se termine en 2023, mais il y a une suite assurément qui s'en vient. Celui-là aussi, on a hâte de le voir apparaître. Mais on a invité, en fait, le plan d'action numérique voulait offrir au réseau, en fait, le temps, si la pandémie n'était pas arrivée, en fait, le temps de favoriser la réussite de tous les apprenants, les adultes comme les
les élèves comme les adultes pour permettre de développer cette compétence-là de façon pérenne, en fait, tout au long de la vie. Dans le plan d'action numérique aussi, on proposait à l'école, on demandait à l'école d'adopter une posture d'accompagnement des apprenants face à la compétence numérique puis à l'intégration du numérique. Un peu plus tard est arrivé le fameux cadre de référence à compétences numériques avec ses 12 dimensions qui venaient nous indiquer comment on allait faire ça, favoriser la compétence numérique, puis comment accompagner les apprenants dans cette perspective-là. Mes collègues vont vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, mais moi, je voulais mettre en lumière quand même le cœur de cette compétence-là, qui est le agir citoyen. Excusez-moi, je recommence. L'agir citoyen éthique à l'ère du numérique, en fait. Une dimension qui est centrale à notre compétence, à la compétence, puis qui vient teinter l'ensemble des dimensions, en fait. C'est une compétence qui est extrêmement importante à développer pour favoriser le vivre ensemble. Puis on voit ça c'est valable chez les élèves, mais chez bien des adultes aussi. Hein. On a pu voir plusieurs dérives des fois sur les réseaux sociaux quand on lit certains commentaires en bas de certaines publications. Alors, c'est une compétence puis des habiletés à développer. À cet égard-là, on a la chance d'avoir un service national au récit qui s'appelle le Récit du développement de la personne, qui s'intéresse à la citoyenneté à l'ère du numérique, puis qui a développé une multitude d'activités pour venir soutenir le rôle des enseignants puis de l'école dans le développement de cette compétence, de cette dimension-là, en fait, la compétence. OK. Oups. Est-ce que... Je pense que j'ai quitté. Il y a eu un clic sur le lien de la présentation. Oui, c'est ça, mais tu peux le bouger. OK, désolée. On voit l'onglet, il est juste... Je l'ai. Merci. Superbe. Désolée. En fait, où je voulais en venir, c'est la posture de prenant qu'il faut avoir face au numérique. Il faut accepter que ça ne fonctionne pas toujours comme on le sait. En fait, on parlait de responsabilité, de rôle. En fait, aussi dans le nouveau référentiel des compétences professionnelles des enseignants, on indique cette responsabilité-là. En fait, on la met en lumière, la responsabilité de l'école et du personnel enseignant face au développement de la compétence numérique. Ce qui m'amène à vous parler de pérennité de nos apprentissages, mais pérennité aussi au regard du matériel informatique, des outils technologiques dans nos organisations. Il y a plusieurs CSS actuellement qui sont confrontés au fait qu'il y a plusieurs appareils qui ne respectent plus certaines normes certaines normes de sécurité. Alors, ils doivent être retirés des milieux. Alors, ça amène des enjeux importants quand on veut favoriser le développement de cette compétence-là. Alors, quand on parle de pérennité, le Conseil supérieur de l'éducation, justement en 2020, avait, dans son rapport sur éduquer numérique, il avait mis en lumière là aussi le fait que les difficultés puis les obstacles techniques puis administratifs sont un frein pour les enseignants, évidemment. Alors, je pense que si on veut utiliser adéquatement toutes les ressources qu'on a à notre disposition, bien, on se doit d'atténuer finalement ces difficultés-là, puis soutenir les enseignants. Comment? Dans le dernier plan numérique, le dernier plan d'action numérique, bien, il y avait différentes mesures budgétaires qui venaient favoriser l'achat de toutes sortes de matériel. On peut s'imaginer que d'autres mesures vont suivre là, dans les prochains plans, les prochaines orientations. Mais je crois que ce qui est particulièrement important, c'est de se donner un plan judicieux, justement, pour le renouvellement de ces appareils-là, mais aussi pour se donner un plan qui va permettre que les achats ou les différentes décisions qui vont être prises vont être davantage en cohérence avec les réels besoins pédagogiques, les réels besoins des élèves, des enseignants puis des acteurs. C'est ça. Puis peut-être qu'on pourra éviter certains enjeux ou certaines dérives qui ont eu lieu parce que les délais, admettons, des budgets qui arrivent trop rapidement, qu'il faut dépenser très vite, puis on achète sans... Bon, les gens ont fait de leur mieux, mais maintenant qu'on voit venir, peut-être que se donner un plan d'action, un plan de match plus clair, ça pourra être
aidant. Tout ça, pourquoi? Bien, pour pouvoir intégrer le numérique plutôt qu'avoir l'impression de l'ajouter. Alors, quelle est la valeur ajoutée du numérique pour nous? Mes collègues, tantôt, vont aller un peu plus loin, vont aller un peu plus en profondeur dans cet élément-là. Mais comme organisation, comment le numérique peut venir soutenir la vision, la mission de mon école, de mon CSS? Comment tout ça peut s'orienter à nos objectifs, à nos grandes orientations, hein, aux enjeux ou aux objectifs pédagogiques qu'on se lance? Alors, il y a actuellement dans nos organisations des opportunités à saisir pour avoir cette réflexion collective. Là, on est en train de réfléchir au PEVR. On devra élaborer les projets éducatifs. On déploie des pratiques collaboratives. Comment peut-on s'assurer que le numérique pourrait venir soutenir tout ce processus réflexif-là qui est déjà présent? Ce qui m'amène à mon autre levier, à notre autre levier, qui est la collaboration. Une collaboration qui est essentielle pour développer une plus grande cohérence. J'adore les citations. Alors, j'en ai mis une de Mère Teresa que j'aime bien. Mais elle disait, moi, je sais des choses que vous savez pas. Vous savez des choses que je sais pas, mais ensemble, on pourrait faire des grandes choses. L'idée derrière, c'est que actuellement, quand on rencontre différentes organisations, différents CSS, on peut constater qu'il y a des enjeux de collaboration parfois entre les services TI puis les services pédagogiques. Non pas, c'est loin d'être de la mauvaise volonté, c'est seulement que c'est des enjeux qui leur sont propres, hein, du côté technologique, mais des enjeux de sécurité. On parlait de pérennité des ressources, hein, le renouvellement de toutes ces flottes informatiques-là, puis les ressources humaines pour soutenir tout ça. Du côté pédagogique, on parle souvent des mesures d'aide, on parle de l'accessibilité des ressources, puis du soutien aux apprentissages. Chacun a des solutions. Et l'idée, en développant davantage de collaboration, c'est que tout ça devienne, qu'on jumelle en fait ces enjeux-là pour devenir des enjeux pédago-numériques, puis que les solutions le deviennent aussi. Alors, de mettre ensemble, puis de collaborer davantage, de favoriser en fait cette collaboration-là. Il y a des CSS à travers la province. Oups, j'espère que ça ne partira pas. OK. Il y a des CSS à travers la province, je ne veux pas qu'on l'écoute, on n'aura pas le temps, mais qui ont développé des stratégies, des outils pour pouvoir combiner en fait les enjeux puis trouver des solutions ensemble. Marie-Claude, je me permets de faire une petite coupure, il nous reste 9 minutes. OK, c'est ça. OK, je vais aller comme ça, c'est plus. Alors, justement, on est au bon endroit pour parler du projet CAR, justement, hein, qui invite à développer cette collaboration-là. Ça fait plusieurs années qu'on déploie ces pratiques collaboratives-là dans nos milieux. Alors, actuellement, bien, dans plusieurs écoles, dans plusieurs équipes collaboratives, on réfléchit à la réussite des élèves. On se demande qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent, comment on va faire pour savoir qu'ils ont appris. Bref, ces fameuses questions. Puis on déploie, il y a certaines équipes aussi qui déploient des séquences d'apprentissage, mais il y a probablement là aussi une belle occasion de se demander dans quel contexte le numérique peut être favorable aux apprentissages, favorable ou non, ça dépend. Alors, M. Follen, dans son ouvrage sur les apprentissages à profondeur, fait une proposition qui est quand même intéressante à travers les discussions d'ordre pédagogique. Bien, de se poser cette fameuse question, est-ce qu'il y a un plus-value à l'utilisation du numérique? Oui, non, mais au moins de l'insérer à travers nos contextes réflexifs là, à l'égard des apprentissages. Je vais passer vite ici, mais l'idée, c'était justement de mettre en lumière que oui, c'est pas la technologie, en fait, l'outil qui vient soutenir la réussite, c'est les pratiques pédagogiques puis l'intention pédagogique qu'on en a. C'est d'ailleurs aussi ce que M. Atty soulignait là, dans son ouvrage ici sur l'apprentissage aussi. Ce qui m'amène à l'avant-dernier levier, en espérant que je n'ai pas bien entendu le nombre de minutes, mais on va y arriver. C'est lui, le levier de l'apprentissage. Je vais prendre une grande respiration aussi. Dans le fond, on nous dit d'apprendre par l'action que c'est les organisations qui parviennent le plus efficacement à soutenir, à aider les élèves à apprendre. C'est ceux dont les adultes, les membres du personnel sont
poursuivre eux-mêmes leurs apprentissages. Cette culture d'apprentissage-là est donc fort importante. Quand on s'intéresse à la culture d'apprentissage, quand on élargit un peu au-delà du monde scolaire, il y a des organisations apprenantes qui est un modèle particulièrement intéressant puis qui est diffusé, qui est très, très utilisé puis développé pour favoriser les grandes équipes, en fait, dans différents types d'organisations. Je vous ai laissé ici, je ne sais pas si on a mis dans le clavardage le lien vers la présentation, mais vous pourrez aller en apprendre davantage sur Monsieur Peter Senge, je ne sais pas si je dis bien son nom, mais c'est l'organisation SOL qui partage ses travaux. Ils ont des pôles un peu partout dans le monde, c'est particulièrement intéressant. Puis il y a des liens intéressants à faire avec ce qui est déployé actuellement là, dans notre réseau. Je pense que je n'aurai pas le temps de vous le faire, cette petite activité-là, mais l'idée ici, c'était de se questionner sur comment on était face à plusieurs défis, notamment animer des ateliers collaboratifs en ligne, comment on se sentait il y a 3 ans, puis comment on se sent maintenant. L'idée, c'est de voir notre progression, bien qu'on pense que des fois, on se sent pas très compétent. On entend souvent des gens dire « Oh, moi, le numérique, je l'ai pas », mais au total, quand on ne prend pas de recul, on est capable de constater qu'on en a fait beaucoup d'apprentissage. Puis que, voilà. Puis tout ça est en lien, tout ça, c'est une activité comme celle-là, mais c'est favorable pour favoriser notre sentiment d'efficacité personnelle, mais notre sentiment d'efficacité collectif aussi. Question de célébrer un peu, puis de pouvoir construire la suite là, sur des acquis, sur ce qui est déjà là, en fait. Tout ça, c'est bien beau, cette culture d'apprentissage-là, mais c'est important, si on veut la mettre en œuvre efficacement, en fait, faut nécessairement s'intéresser au climat qu'on a dans nos écoles. Ça se construit dans un climat qui est favorable, où les gens vont se sentir en confiance. Je vous ai mis là un ouvrage que j'aime particulièrement, un psychologue américain qui s'intéresse aux organisations, à la psychologie des organisations. Puis, il nous parle dans cet ouvrage-là notamment de sécurité psychologique, puis qui permet finalement aux membres d'être capables de s'exprimer sans peur, sans crainte. Puis voilà, c'est un climat, il nous dit ici, là, qui est le fondement, en fait, là, un climat qui est favorable au fondement de la culture d'apprentissage. Ça m'amène à parler de bien-être. En fait, quand on parle de climat, oui, il faut se sentir bien. Comment on favorise, en fait, quand on a des changements ou des enjeux, des transformations, des adaptations qu'on veut faire, se sentir bien, c'est essentiel. Je vous ai mis là deux définitions de bien-être, notamment de Martin Seligman. Mais c'est à travers les travaux de Nancy Goyette qui s'intéresse à la psychologie du bien-être, une professeure chercheuse à l'UQTR que j'ai découvert ces travaux-là. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il y avait aussi le Conseil supérieur de l'éducation qui s'est intéressé au bien-être tant des élèves que du personnel enseignant là, autour de 2020. Il y a des rapports qui sont sortis à cet égard-là. C'était particulièrement intéressant de voir évidemment que tout ça était connecté, puis que ça touchait plusieurs facteurs, puis qu'on a un pouvoir sur tout ça, en fait, qu'on peut agir sur ces différents éléments-là. Là, je vais vite, hein, je suis désolée. Dans le même rapport, on disait que le bien-être des enfants à l'école passait aussi par le bien-être du personnel scolaire. Alors, comment on peut faire ça? Quels gestes comment on peut nourrir, en fait, le bien-être dans nos organisations? Hein? Comme leader, qu'on soit direction d'établissement, gestionnaire scolaire, conseiller pédagogique ou enseignant dans une équipe, au cœur de nos équipes de travail, comment on peut nourrir son propre bien-être, mais aussi nourrir le bien-être des autres. On a un pouvoir d'influence à cet égard-là. Je lance quelques pistes en vrac là, pour terminer, mais cet ouvrage qui est ici, c'est un ouvrage qui est utilisé là, dans plusieurs, notamment cité dans Apprendre par l'action de... Tout à coup, j'ai oublié le nom, mais bon.
de Dufour et ses collaborateurs, hein. Mais c'est un des ouvrages qui est utilisé dans plusieurs équipes de leaders, qui nous dit que si on veut établir un climat de confiance, ben, les leaders dans les organisations doivent être capables de démontrer eux-mêmes leur propre vulnérabilité, en fait, hein, être capable de démontrer qu'on ne sait pas tout, être capable de se remettre en question aussi, être capable être capable de démontrer qu'on peut se tromper. Alors, puis lorsqu'on mobilise cette posture-là auprès de nos équipes, bien, on accorde aux autres le droit aussi de la revêtir, non? Oui, bref, de l'adopter, en fait. Alors, puis, je crois qu'on peut franchement réfléchir au fait que le numérique nous offre une multitude d'occasions de démontrer notre vulnérabilité, hein, quand ça ne fonctionne pas, quand l'outil ne va pas comme on veut, ben, on est souvent confronté à tout ça. Il y a plusieurs recherches, en fait. Si on veut être capable de démontrer sa vulnérabilité, bien, il faut nécessairement travailler sur soi-même un peu, hein, ses propres compétences émotionnelles. Il y a plusieurs recherches qui démontrent un lien positif là, entre l'exercice du leadership puis les compétences émotionnelles. Je vais terminer avec ceci, un ouvrage qui est quand même très récent où on parle, c'est des directions d'école qui ont été interrogées puis qui ont pu partager tout ce qui s'est passé là, dans les différents changements qu'a amené la pandémie, puis ils ont pu identifier les 5 compétences qui leur ont été particulièrement utiles. Puis moi, aujourd'hui, ben, je voulais mettre la loupe sur l'intelligence, non, je vais aller plus vite. L'intelligence, sur l'intelligence émotionnelle, en fait, les capacités émotionnelles. On peut utiliser le terme qu'on veut. En fait, une compétence qui a permis, selon, le témoignage des directions d'école, qui a été, somme toute, un facteur de protection pour l'ensemble des autres compétences qu'ils ont eu à développer. Ça l'a permis de déployer plus facilement, par exemple, la communication ou de choisir le bon type de leadership à exercer dans la situation. Bonjour. Est-ce que j'ai terminé? Oui, je suis désolée, Marie-Claude. Si vous voulez prendre une petite minute pour clôturer, pardon, je m'en mêle dans mes mots. Il n'y a pas de problème. Parfait, mais ça ne sera vraiment pas long, en fait. Voilà. Je voulais revenir, voilà, je faisais un petit image sur les 5 leviers. Mais en fait, je reviens avec le train. En fait, c'était la conclusion. C'est oui, on a pris le train du numérique, mais des fois, ça va très, très vite. Hein, on le disait tout à l'heure. On a le nez, des fois, qui est un peu trop collé sur la rail. Alors, si on se permet juste de soulever les yeux, puis de voir plus loin, de s'offrir l'opportunité de planifier, de voir ensemble vers où on veut aller, qu'est-ce que ça va nous apporter. Bien, je pense que on se permettra une transformation numérique qui va être mieux orientée vers la réussite éducative de nos élèves. Alors, peu importe ça, peu importe le chemin qu'on va prendre, les directions, la vitesse à laquelle on va aller, l'important, c'est de continuer d'avancer. Alors, voilà. Je ne sais pas si on avait partagé le document, mais nous, au Récit, tout est libre de droit. Vous pouvez faire une copie. Ça, ce sont mes collègues du Récit national dédié à l'accompagnement des gestionnaires scolaires. Si vous avez envie d'en savoir davantage, voilà. Un grand merci, Marie-Claude. Je suis désolée d'être la personne qui coupe comme ça. C'est pour nous laisser le temps à la période de questions aussi à la fin. Mais vraiment, un grand merci pour cette présentation. Je sais que c'était très demandant de faire ça dans un temps court. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à vos 2 collègues. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc Rachel Boucher, conseillère pédagogique au centre de service Marguerite Bourgeois, et puis membre du Récit également. Et Christelle Elacoury, qui est également conseillère pédagogique en intégration du numérique et orthopédagogue au même centre de service scolaire. Donc, toutes les 2, bienvenue. Je vous laisse prendre la parole du coup sur l'intégration du numérique dans la classe. On a vu les 5 piliers. Maintenant, on rentre
dans le détail du sujet. On prend notre loupe et on vous écoute. Oui, merci. Donc, Marie-Claude, là, on a collaboré ensemble au récit. Évidemment, on s'est un petit peu rencontrés au préalable pour essayer d'arrimer nos présentations. Donc, Marie-Claude s'occupe vraiment au niveau des gestionnaires scolaires. Ma collègue Christelle est orthopédagogue, donc au niveau des apprentissages. Puis moi, je viens tout juste, là, en fait, j'étais conseillère pédagogique jusqu'à tout récemment là, avec Christelle dans la même équipe, mais je suis passée à la direction récemment. Je voulais juste qu'on fasse pour montrer qu'il y a une continuité quand même dans nos présentations. Donc oui, Marie-Claude a vraiment présenté tout ce qui peut être mis en place au niveau de l'organisation, au niveau de la direction. Qu'est-ce qu'on a comme ressources pour soutenir l'intégration numérique, la transformation numérique dans les écoles. Puis maintenant, nous, notre mandat, en fait, on voulait vous partager des pratiques qu'on a observées vraiment sur le terrain avec les enseignants dans l'accompagnement, dans notre rôle de conseiller récit, mais aussi notre rôle de témoin, en fait, de ce qui s'est passé pendant la pandémie. On a eu une accélération assez grande de l'utilisation du numérique dans l'enseignement. Donc, on veut aussi éviter certains dérapages puis s'assurer qu'on est vraiment axé sur l'apprentissage des élèves, que tout ça, c'est pas que de la poudre aux yeux, qu'on a vraiment quelque chose de solide au niveau de l'apprentissage des élèves. Donc, c'est quoi pour nous soutenir l'apprenant à l'ère du numérique? Ben, d'abord, il faut définir pour nous l'ère du numérique. Marie-Claude en a parlé un peu plus tôt, donc on a parlé des grands changements quand même dans nos vies professionnelles pour certains au niveau de la flexibilité, le pouvoir de rester à la maison, de faire du télétravail, mais aussi de travailler à l'autre bout du monde en temps réel. On fait face aussi à une grande pénurie de personnel. Donc, il y a des gens qui utilisent leur créativité pour automatiser certaines tâches pour pouvoir libérer des gens. On est dans un monde aussi où l'accessibilité de l'information est incroyable. Si je vous pose des questions sur des connaissances générales, votre premier réflexe va sûrement être de fouiller dans votre poche, aller trouver votre téléphone intelligent puis de le chercher là plutôt qu'ici. Donc, on est habitué d'avoir cette accessibilité-là. Donc, les élèves aussi vivent dans ce monde-là. On est aussi face à une désinformation assez grande. Tout le monde peut avoir une tribune, donc les sources ne sont pas toujours validées, vérifiables. L'intelligence artificielle se développe à une vitesse incroyable. On a même eu des lettres ouvertes là, pour demander le ralentissement, de mettre un arrêt sur le développement parce que c'était inquiétant. Puis pas juste une peur non réfléchie. Là. Il y a quelque chose de réel qu'on doit freiner, mais en même temps, d'un autre côté, on parle du soutien informatique qui est manquant, qu'on a des difficultés techniques dans les salles de classe. Donc, l'enseignant est pris, les élèves aussi le constatent ces dimensions contradictoires. Post-pandémie, bon, les besoins socio-affectifs accrus, on est à distance longtemps, on a envie d'être ensemble, mais on a de plus en plus d'outils performants pour rester seul et être autonome tout seul chez nous. Puis bien entendu, comme enseignant, les réseaux sociaux, par exemple, le numérique peut nous aider à soutenir le réseautage, à se rallier autour d'un enjeu. Encore, je vais revenir sur ChatGPT qu'on a présenté plus tôt. Quand c'est sorti, je pense que la première chose que j'ai eu comme réflexe, c'est d'aller voir sur Facebook, est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit? Puis oui, il y avait un groupe ChatGPT en éducation, donc rapidement, le réseautage se place, mais au même endroit sur Facebook, on voit la polarité des débats, donc tout le monde a une tribune, donc encore une fois, on doit naviguer là-dedans. Donc, pour nous, notre rôle de conseillère pédagogique, c'est d'abord et avant tout d'accompagner les enseignants dans cette ère-là, puis de s'assurer que l'information qui va se rendre jusqu'à l'élève, jusqu'à la salle de classe, soit traitée. Donc, pour nous, notre priorité, c'est de cultiver l'esprit critique des enseignants comme accompagnateurs des enseignants, mais aussi s'assurer que les enseignants puissent rendre ça jusqu'à dans la salle de classe. Donc, Marie-Claude parlait tout à l'heure du citoyen éthique qui est au centre de la compétence numérique. Donc, nous aussi, c'est vraiment notre préoccupation de s'assurer que toutes nos formations gardent en tête là, que l'enseignant va devoir faire des choix de ne pas tomber dans une mode qui a été qui passe sur TikTok, par exemple, puis de vraiment
se positionner, OK, bon, est-ce que c'est vraiment une bonne pratique? Est-ce que dans ma classe, ça va venir soutenir l'élève? On voit, bon, des enseignantes qui vont se mettre à décorer leur classe. C'est vraiment une mode en ligne, mais là, on sait aussi que d'un autre côté, qu'au niveau des charges cognitives, c'est peut-être pas la meilleure des pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là, à ce niveau-là? Puis, bon, de plus en plus, là, le nombre d'outils numériques qui sont accessibles pour les enseignants, ça ne fait qu'augmenter. Donc, ça aussi, avoir à faire des choix. Est-ce que c'est des choix, en fait, sur quoi vont se baser les enseignants pour faire ces choix-là? Est-ce que c'est des choix au niveau des marques, des compagnies? Est-ce qu'on va choisir Apple ou Microsoft? Qu'est-ce qu'on va devoir prioriser? Donc, nous, depuis quelque temps, là, on voulait s'intéresser à qu'est-ce qui pourrait vraiment faire en sorte que l'enseignant soit capable de faire un choix éthique, un choix critique là, face à cette panoplie d'offres. Donc, c'est un peu vers ça là, qu'on va tendre. Heureusement, la définition là, au niveau de la tâche enseignante, au niveau de la compétence, les compétences des enseignants est de mieux en mieux définie autour du numérique. Avant, on demandait aux enseignants, bon, moi je me souviens à la formation initiale, l'intégration du numérique, c'est d'être capable de créer un PowerPoint. Okay? C'était ça qu'on me demandait, d'être capable peut-être de le diffuser sur un projecteur ou quelque chose, mais c'était vraiment de créer un document numérique, un Word ou un PowerPoint. Maintenant, on fait face à l'intelligence artificielle. Donc, on a vraiment avancé très rapidement. Donc, de plus en plus, là, la compétence numérique est bien définie pour les enseignants. Donc, on peut s'appuyer aussi là-dessus pour soutenir le développement continu, le développement professionnel des enseignants. Donc, évidemment, importance de la formation continue, c'est un peu notre rôle comme conseiller pédagogique, de nous assurer là, que la veille pédagogique derrière la formation continue soit bien appuyée sur la recherche, sur qu'un réel impact sur l'apprentissage des élèves. Ce qu'on veut aussi, c'est de ramener le focus sur l'accompagnement, donc de s'assurer que les enseignants ne sont pas seuls ou qu'ils ne partent pas. Bon, ils ont suivi une formation, puis hop, on les laisse aller là, avec le contenu de la formation. Donc, on veut s'assurer d'un accompagnement, de voir qu'est-ce qu'ils vont faire après la formation, parce que le numérique, souvent, ça est fait, on peut être récalcitrant, mais là, on n'a plus le choix de l'intégrer. Donc, on va y aller vraiment petit pas par petit pas. Donc, d'offrir un accompagnement de qualité et personnalisé pour chaque rythme d'apprentissage. C'est pas tout le monde non plus qui va apprendre le numérique au même rythme. Donc, de s'assurer là, que ces facteurs-là sont réunis. On voit aussi, en fait, on accompagnait aussi des agents multiplicateurs. Donc, nous, on avait des répondantiques, donc des enseignants qui ont été identifiés soit par leur direction ou par leurs collègues comme étant des enseignants tournés ou intéressés vers le développement professionnel en lien avec l'intégration du numérique. Donc, ces agents multiplicateurs-là dans les écoles venaient enlever un peu de lourdeur, peut-être soit aux conseillers pédagogiques, soit aux opérateurs informatiques, aux techniciens, et pouvaient venir dépanner rapidement les enseignants autour d'eux ou tout simplement faire rayonner leur pratique, d'enseigner la porte ouverte, d'inviter leurs collègues à venir voir ce qu'ils font avec le numérique en classe. Donc, ça aussi, là, pour nous, c'est une valeur assez importante, dans nos pratiques qu'on a observées à Marguerite-Bourgeois, d'avoir des agents dans les écoles directement. La veille pédagogique, j'en ai parlé, mais il y a aussi toute une responsabilité de colliger les meilleures sources, de filtrer ce qui est important ou en lien là, avec les CAP ou les COP, de vraiment cibler, là, parce que ça aussi, il y en a vraiment beaucoup d'articles et tout, donc de vraiment choisir ce qui fait partie de notre projet éducatif, puis de le transmettre aux bonnes personnes dans l'école. Évidemment, avec tout ça, avec l'ère du numérique, la profession enseignante en est teintée. C'est pas nécessairement des nouvelles pratiques que l'enseignant va devoir mettre en place, mais ça va être vraiment un changement au niveau des modalités. Donc, l'environnement collaboratif, plutôt que de travailler de partager avec les enseignants, si je pense à des enseignants au secondaire, de partager avec ses collègues immédiats dans la salle des enseignants, l'environnement collaboratif va sortir de l'école, peut même sortir du centre de service scolaire. Donc, il est de moins en moins rare de voir des enseignants collaborer avec des enseignants d'autres centres de services, même d'autres pays. Donc, cet environnement collaboratif-là vraiment va venir dépasser les murs de l'école grâce au numérique.
On peut aussi en profiter pour valoriser le travail des collègues, de faire, bon, plutôt que de juste passer à côté de la classe de ma collègue et de dire, ah, c'est super cette activité-là, mais je peux le partager, le mettre en valeur sur le site de l'école, sur les réseaux sociaux. Donc, ça aussi, là, au niveau du bien-être de nos enseignants, là, ça peut être intéressant d'utiliser le numérique à ce niveau-là. D'utiliser le numérique pour partager les pratiques gagnantes, donc de faire une veille, au moins de colliger tout ça, de suivre aussi, de voir qu'est-ce qui a vraiment un impact sur l'apprentissage des élèves, d'arrimer nos pratiques pédagogiques, donc de se rencontrer, de partager, de s'assurer qu'on utilise le numérique un peu de la même manière, parce que si un élève passe de son cours d'anglais à son cours d'art, à son cours de français, puis que c'est des plateformes différentes dans chacune des classes, peut-être qu'on va perdre du précieux temps de classe à réexpliquer comment utiliser l'outil numérique, alors que si on s'arrime puis qu'on utilise les mêmes outils ou qu'on maximise leur utilisation, là, on va gagner du temps. On n'aura pas besoin de présenter un nouvel outil numérique à chaque nouvelle étape ou à chaque nouveau projet. Puis évidemment, bon, comme j'en ai glissé un mot tout à l'heure, d'utiliser le réseautage, les réseaux sociaux en ligne pour partager nos réflexions, poser des questions, chercher la documentation autour de l'utilisation du numérique. Je pense que c'est vraiment une manière riche là, de facilement enrichir notre pratique enseignante. Donc, tout ça, ça faisait déjà partie de la pratique enseignante, mais je pense que l'adaptation qu'on a à faire avec l'accélération du numérique, c'est de vraiment l'inclure. Ça ne devrait plus être oui, j'intègre le numérique ou non, je n'intègre pas le numérique. C'est plutôt comment je l'intègre moi, puis de s'assurer que ça a un impact sur mon développement professionnel. Une autre chose, évidemment, là, on parle un peu du développement de l'enseignant. Donc, on est parti vraiment de la direction, on est rendu à l'enseignant. Puis là, lorsque je veux vraiment aller en classe, comment je vais faire des choix? Je vais m'assurer que je garde le cap sur mon intention pédagogique. Donc, ça n'a pas changé, qu'il y ait du numérique ou non, l'enseignant sait ce qu'il veut enseigner. Ça devrait être adapté aux besoins des élèves. On parle de zone proximale du développement et tout. Donc, ça ici, ça n'a pas changé. On peut aussi aller chercher des outils numériques qui sont adaptés aux besoins de l'enseignant. Si j'ai besoin de collecter des traces, plutôt que d'avoir un portfolio papier, je vais aller prendre un portfolio numérique. Il y a plus ou moins d'impact sur l'apprentissage de l'élève, à moins qu'on ajoute de la rétroaction et tout, mais le portfolio en tant que tel, de le passer au numérique, ça va être surtout au niveau de l'enseignant d'avoir accès à ses traces à tout moment ou moins lourd à traîner la fin de semaine. On peut aussi avoir des outils numériques qui sont adaptés aux besoins de la discipline, des outils qui sont spécialisés. Exemple, en mathématiques, je vais aller utiliser un tableur pour faire des statistiques. Donc, je peux aller utiliser un outil qui est spécialisé et aller vraiment plus loin, aller faire un apprentissage un peu plus en profondeur. Donc, on va se baser sur l'utilité de l'outil, la pertinence, que ce soit avec les domaines généraux de formation, la progression de l'apprentissage. Donc, on peut se situer un peu partout. On va aussi parler de l'engagement, c'est que je vais aller chercher de l'engagement, Christelle va en parler un petit peu plus tard. Puis aussi, rendre les apprentissages visibles, comment je vais être témoin de la progression des élèves grâce au numérique. On a de plus en plus d'outils qui gardent des traces vraiment, disons, semaine après semaine, activité après activité, puis on voit vraiment en fait, l'information va être traitée pour nous. On va voir des graphiques, je vais voir la courbe, je vais voir mes élèves apprendre ou améliorer leurs résultats semaine en semaine. Donc, le numérique peut venir nous soutenir là-dedans aussi. Donc, ça devrait être un peu les principaux filtres qu'on met en place pour choisir nos outils. Alors, je passe la parole. Donc, en parlant, c'est ça, de filtre, Rachel, tu mentionnes pour le choix des outils en classe. Comment ça se concrétise? Justement, Rachel, tu as ouvert la porte en lien avec l'engagement, mais comment on peut offrir aux élèves des opportunités pour apprendre? Et on s'est retourné sur les travaux sur la motivation scolaire. 2 secondes, je vais arrêter juste mon Zoom parce que j'entends d'autres trucs en même temps. C'est tout bon. Tout est sous contrôle, super. Il nous reste 10 minutes. J'en profite. Ah, OK. Alors, je disais, les travaux sur la motivation sont clairs là-dessus, en fait, ce qui nous permettent de comprendre ce qu'on a à faire pour amener nos élèves à être davantage engagés. Puis lorsque, un petit peu avec tous les travaux de Roland Viau, si je pense à Steve Masson aussi en neurosciences, plus on va pouvoir avoir un impact sur l'engagement d'un élève, plus l'élève va pouvoir se sentir valorisé dans la tâche, apprendre, progresser, et ce qui va, en fait, l'amener à s'engager dans la tâche. Puis lorsqu'on a cet engagement, cette progression,
cette persévérance, on tombe un petit peu dans une loupe qui suit, qui fait en sorte qu'un élève est motivé face à la tâche. Mais pour pouvoir se rendre là, il faut mettre des choses en place pour commencer. Donc, comme c'est mentionné à l'écran, en fait, l'engagement de l'apprenant ou de l'apprenante est influencé par trois perceptions: la perception qu'il a de lui-même, de l'activité qui lui est proposée et de son environnement. On s'attarde sur les facteurs sur lesquels, comme je disais, on peut avoir un impact en tant qu'intervenante ou intervenant du monde de l'éducation. Ici, vous reconnaissez peut-être les travaux de Viau et ses collaborateurs lorsqu'ils nous parlent de trois perceptions intrinsèques sur lesquelles on peut avoir une influence. La perception de sa compétence, c'est lorsque les élèves évaluent leur capacité à apprendre et à réussir une tâche qui leur est demandée. Donc, il est important de prendre en compte l'état d'esprit de l'élève, son vécu. Est-ce qu'il se donne le droit à l'erreur? S'il a développé des stratégies nécessaires pour réussir? Est-ce que les activités que je vais lui proposer sont adaptées à sa zone proximale de développement? Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. La deuxième perception sur laquelle on peut avoir un impact, c'est la perception de la valeur accordée à l'activité. Donc, c'est lorsque les élèves se demandent si l'activité est importante, utile, si elle correspond à leurs intérêts. Puis ici, on a un levier, en fait, en allant chercher du contenu qui rejoint la réalité des élèves, en nous assurant également, même si c'est pas en lien avec la réalité, que nos critères d'évaluation qualitatifs soient accessibles, que l'ampleur du travail soit réaliste. Et un troisième levier, qui est la troisième perception, en fait, de contrôlabilité, ça revient au fait de pouvoir offrir des choix aux apprenantes et aux apprenants. Donc, leur donner la possibilité de prendre des décisions, mais pas juste sur le contenu, mais également sur le déroulement de la tâche, le fait de pouvoir choisir ses outils, son organisation, son environnement, dans la mesure du possible, et avec un accompagnement dans un premier temps. Et l'utilisation du numérique ici va nous permettre de soutenir le développement de l'autonomie, entre autres, des élèves. Donc, pourquoi je vous en parle? Parce que lorsqu'on s'attarde sur ces trois perceptions, plus elles sont élevées, plus on essaie d'aller chercher un petit peu de semer des graines ou dans notre planification en tant qu'enseignant de travailler là-dessus en amont. Mais en fait, on va avoir un impact sur l'engagement de l'élève et par la suite, la boucle qui continue, il va se sentir valorisé dans la tâche, donc pour pouvoir progresser et par la suite être motivé. Alors, le numérique, entre autres, on a choisi quelques angles pour aujourd'hui, nous permet une diffusion et un accès facilité à l'information, aux données, aux ressources éducatives en ligne, ce qui rend l'apprentissage plus accessible et plus inclusif. Le but ici, c'est de se rendre justement à l'accessibilité universelle des environnements, ce qu'on voit un petit peu à droite de l'illustration à l'écran. Pour ce faire, il est très possible, même très encouragé, qu'on doit être amené à apporter des changements structurels pour avoir un impact bénéfique pour tous, ou du moins pour le plus de personnes possible. Je prends l'exemple d'un contexte scolaire, en fait, d'école physiquement, une personne qui doit, le concierge qui doit déneiger les escaliers, puis là, il y a une petite file qui se forme devant la rampe parce qu'il y a deux personnes sur un fauteuil roulant, puis une troisième personne en béquille. Et le concierge va leur dire, ben, attendez que je termine le déneigement des escaliers pour que je passe à la rampe. Alors que, en commençant par la rampe, probablement que je vais aller viser beaucoup plus de personnes, ces personnes à mobilité réduite, mais également d'autres. Donc, cette action inclusive et accessible va avoir un impact sur un plus grand nombre de personnes et c'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on peut aussi se diriger, se référer plutôt aux lignes directrices de la conception universelle de l'apprentissage. Je suis certaine que plusieurs ici sont familiers avec le tout. Sinon, il y a les références en bas des diapos avec des liens. Puis la conception universelle de l'apprentissage nous amène à offrir des moyens à diversifier, en fait, nos moyens de représentation, d'action et d'expression et d'engagement. Ce que ça veut dire en quelques mots, parce qu'on manque de temps un petit peu, en fait, par rapport aux moyens de représentation, on peut commencer par offrir des supports variés en fonction des caractéristiques de nos élèves, des livres audio, des vidéos sous-titrées, nous assurer que cette option est accessible, nous assurer que nos documents puissent être accessibles en braille si jamais j'ai un apprenant qui en a besoin. Nous assurer que nos formats visuels sont variés, peut-être intégrer des graphiques, des schémas. Le corps enseignant, en général, on va être à l'aise à le faire en partant peut-être pour les moyens de représentation. Par la suite, on a les moyens d'action et d'expression. C'est là qu'on va encourager les élèves à démontrer leur compréhension de différentes manières, de manière flexible, ce qui rejoint directement l'engagement un peu mentionné plus tôt, la perception en fait de contrôlabilité ou de la valeur de la tâche. Est-ce que j'ai des choix de pouvoir le faire de différentes façons et est-ce que j'ai l'environnement qui me permet de le faire?
Et concernant les moyens d'engagement, c'est d'offrir les opportunités de participation variées et actives aux apprenants, offrir des options pour susciter cette motivation-là en nous assurant que ce soit adapté à leur niveau, à leur contenu et nous assurer que l'intégration du numérique va venir être un levier pour faciliter la collaboration, pour faciliter la création d'une communauté autour d'une tâche. Alors, pour amener les élèves à développer leurs compétences, il importe d'identifier des objectifs d'apprentissage évolutifs et de planifier des activités pour guider les apprenants progressivement vers des apprentissages de haut niveau. Rachel a mentionné plus tôt l'intention pédagogique, en fait, reste au centre, puis elle ne sera pas en lien avec le numérique, mais plutôt comment le numérique peut être un outil, un levier qui va pousser le développement de la pensée des élèves encore plus loin. Puis ici, on voit deux exemples. Soit la création d'un balado ou une écriture immersive, en fait, qui intègre différents éléments multimédia. Donc, on n'est pas, en fait, je prends deux exemples de tâches qui auraient nécessité une organisation, qui auraient demandé tout un processus créatif. Mais si on revenir un petit peu à la base, lorsqu'on est à nos premiers pas, il y a moyen, en fait, quand on en parle avec nos enseignants, de faire plus simple parce qu'il faut vraiment y aller d'où on se retrouve, en fait, pour pouvoir avancer et de se référer aux axes de la différenciation. Souvent, on va pouvoir différencier le produit final, on va demander des productions variées, mais il est possible également de demander, de s'attarder sur des contenus variés, sur les structures variées, les travails collectifs en équipe, etc. On le vit en tant qu'adulte de travailler de façon asynchrone, à distance, en formant des équipes, donc pourquoi pas voir comment ça peut se réaliser en classe. Pour proposer, réfléchir à des tâches authentiques tout en graduant la complexité des activités, en fait, on va pouvoir collecter des traces autrement et de façon intéressante avec le numérique. Ici, on voit quelques exemples de ce que le numérique peut nous offrir comme possibilité dans le processus de collecte de traces, que ce soit l'élève qui pourrait s'enregistrer pour nous donner accès à son raisonnement dans le cadre d'une tâche sur une analyse grammaticale, par exemple, ou d'un autre côté, une enseignante qui laisse des commentaires audio ou écrits sur le travail d'un élève pour pouvoir laisser une rétroaction, puis là, l'élève par la suite revient là-dessus pour travailler. Donc, cette valeur ajoutée ici, ce choix d'avoir recours à un outil numérique va pouvoir favoriser la progression et les apprentissages des élèves en ayant ces outils-là accessibles, sa rétroaction accessible un peu partout en tout temps. J'ai présenté des pistes soutenant l'apprentissage des élèves de façon assez rapide, tout en tirant profit du numérique. Dans cette même optique de démonstration des apprentissages, il n'est pas nécessaire qu'on se crée des projets de montage vidéo, de balado, donc d'être dans un monde immersif et virtuel. Je voulais juste vous présenter ici, les liens sont cliquables si vous voulez aller voir. Deux exemples plutôt relativement un peu plus simples en fait, ce sont des tableaux de choix, une pratique intéressante qui par défaut offre des choix. Donc comme le nom le dit, l'élève n'est pas porté à tout faire, mais à gauche, on a un tableau de choix plus simple avec des tâches dans chacune des cases pour travailler 2 dimensions en lecture. Donc, c'est quand même très encadré, c'est très spécifique. Alors qu'à droite, on a des tâches plus complexes. Chacune des petites cases va mener vers une consigne élaborée avec des choix d'outils numériques. Donc, pour aller amener les élèves à développer des habiletés cognitives progressives et de plus en plus complexes, mais également à intégrer le numérique, donc progressivement, pour se rendre à une tâche plus complexe, encore une fois. Je vais laisser la parole à Rachel pour qu'on puisse conclure dans la mesure du possible. Vous en faites pas, vous pouvez prendre 2 minutes pour conclure, il n'y a pas de stress, tout va bien. Merci. En fait, comme Christelle le disait, là, on veut aller chercher des apprentissages de plus haut niveau. Donc, oui, en enseignement, on va se baser surtout sur la taxonomie de Bloom, disons, pour classifier le niveau d'acquisition des connaissances. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut donner comme outil pour aider l'enseignant à se rappeler de tous ces filtres-là qu'il peut utiliser là, pour choisir ses outils numériques. Donc, oui, les documents présentés par Marc-Claude sur la compétence numérique, donc avec le plan d'action numérique, avec les citoyens éthiques au centre, habileté technologique, donc de s'assurer que nos activités nous permettent d'aller travailler une ou plusieurs de ces dimensions-là. Hein, c'est une compétence avec plusieurs dimensions. On a aussi
juste pour vous montrer, hein, on parle d'adaptation, mais il y a aussi des choses qui restent. Alors, ici, on a un texte quand même de 2007. C'est pas très ancien, mais quand on parle du numérique, quand même, dans les dernières années, là, ça a beaucoup bougé. Mais ce sont encore, je trouve, les mêmes points sur lesquels on peut vraiment se fier, donc de s'assurer que l'usage du numérique nous permet l'accessibilité, nous permette de coopérer, d'aller créer, peut-être même co-créer, donc de créer en collaboration, soutenir l'engagement des élèves, aller chercher des apprentissages de plus haut niveau. Donc ça devrait être vraiment nos filtres, autant nos différentes lunettes avec lesquelles on devrait choisir nos outils. Ici, je peux te laisser. Oui. En fait, c'est ça, on pourrait conclure là-dessus, parce que bon, l'intention était de vous amener à voir comment prioriser les apprentissages quand vient le temps d'intégrer le numérique et comment le numérique va être un levier. Je vous laisserai avec ce petit exemple de tâche qu'on a construite. Donc, bon, on s'est retourné sur la taxonomie de Bloom révisée. Puis à droite, vous voyez une évolution de consignes que j'ai élaborées, différentes propositions de tâches qui sont évolutives, qui vont aller chercher des habiletés cognitives de plus haut niveau de par la tâche dans laquelle l'élève va se retrouver. Puis juste à la diapo suivante, vous voyez également un exemple concrètement comment je peux transformer une tâche. Donc, dans un premier temps, on voit à gauche, pardon, donc ces mêmes tâches qui se complexifient, toujours en ayant comme intention de faire travailler l'élève, dans mon exemple, sur l'invention du GPS, les travaux de Gladys West. Et à droite, je vais venir voir comment le numérique va graduellement venir soutenir ces tâches en plaçant l'élève en mode de plus en plus en mode créatif sans qu'il soit le consommateur de son contenu. Donc, vous avez accès à la présentation si vous voulez prendre le temps un petit peu de lire cet exemple. Bien sûr, ça se fait pas dans toutes nos activités tout au long de l'année, mais c'est un exercice qui est pertinent puis intéressant à faire en équipe pour voir comment on peut complexifier des tâches puis intégrer le numérique pour qu'il soutienne les apprentissages des élèves. Merci beaucoup à toutes les deux et à toutes les trois. Un grand merci parce que oui, c'est ça, les temps de présentation sont courts. On est dans le train de Marie-Claude. Donc, la période de questions s'ouvre. Si vous avez des questions, c'est le moment donc d'utiliser la petite fonction réaction pour lever la main et donc du coup prendre la parole, ouvrir votre micro. Et puis sinon, vous pouvez les écrire dans le clavardage et je pourrais les lire à nos intervenantes. Simplement préciser à qui s'adressent les questions pour que ce soit plus simple. Donc, je vous laisse la parole, messieurs, dames. Oui, Sophie. Oui, bonjour. Moi, je suis enseignante en 5e année au Centre de services de la Pointe de l'Île. Merci pour votre présentation qui était fort intéressante. Vous parliez d'intégration dans la classe, Madame Boucher. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce ne serait pas une idée folle, éventuellement, peut-être d'avoir un prof spécialiste dans ce domaine du numérique, autant au même titre qu'un prof de musique ou un prof d'éducation physique, qui pourrait être là pour soutenir les élèves et ce serait à l'horaire des élèves. Ça permettrait également de rendre ça plus accessible aux profs parce que souvent, dans les écoles, malheureusement, les profs on n'a pas beaucoup de soutien de la part de tous et on essaie du mieux qu'on peut de mettre en place des choses. On n'a pas les connaissances et vous le disiez, tout va très, très rapidement. Puis, c'est pas vrai que moi, je travaille la fin de semaine. Jamais je travaille la fin de semaine parce que j'ai une tâche à respecter, je vous le rappelle. Mais est-ce que ça nous permettrait, nous, aux profs, justement, en ayant soit un mentor, soit un prof spécialiste, d'arrimer ces pratiques-là, puis de faire en sorte que tout le monde puisse y adhérer plus facilement. Alors, je vous lance l'idée, mais en même temps, je me demande, est-ce que ça serait possible d'après vous? Voilà. En fait, j'ai eu la chance de voir, ça dépend toujours des projets, puis comment l'organisation des tâches est faite. Là, on parle du primaire. Souvent, nous, de notre côté, les répondantiques sont des enseignants qui sont quand même libérés d'une portion de tâches pour justement
pouvoir aller soit offrir de l'aide en classe, donc d'accompagner, faire le double, puis bon, les problèmes techniques, mais juste d'avoir un sentiment de sécurité, notre filet de sécurité, là, donc d'avoir ce double-là. Ça, c'est quand même, ça fonctionne super bien là, lorsque c'est en fait, une des manières qu'on a identifié, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, c'est de pouvoir libérer l'enseignant. Donc, de s'assurer, d'ailleurs, avec le plan d'action numérique, là, il y a une partie du budget qui devrait être réservée pour tout ce qui est leadership pédagogique numérique, donc pour libérer des enseignants qui sont en mesure d'accompagner leurs pairs. Donc ça, c'est peut-être une première pratique. J'ai vu aussi dans une école, on parle du secondaire, mais peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Pour le primaire, on était dans un groupe où les enseignants, on avait une concentration, disons, intégration du numérique. Donc, chaque enseignant qui participait à ce projet-là devait intégrer le numérique, mais ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le numérique. Et ils avaient ajouté à l'horaire un cours d'informatique. Et dans le fond, l'enseignant d'informatique, ce qu'il faisait, c'est de voir avec ses collègues qu'est-ce qu'il allait faire comme projet, puis lui s'assurait que les élèves avaient la formation technique. Comme ça, lorsque les élèves retournaient en classe, au moins ils avaient eu le B à bas là, des applications, puis on perdait moins de temps à mettre à niveau les élèves à ce niveau-là. Et ça, c'est quand même des pratiques que j'ai observées qui étaient gagnantes. Je sais que c'est pas possible dans tous les milieux, dépendamment des budgets et tout, mais c'était quand même une chose. On a vu des enseignants ressources. Je vois qu'il y a Nadine qui répond dans le clavardage. Donc, il y a des enseignants ressources, des fois, qui se partagent une école ou même deux écoles, puis que c'est leur mandat. Donc, ça peut être des pistes à ce niveau-là. Merci. On a eu quelques réactions du coup dans le clavardage où du coup Madame Martel Octo nous dit qu'il y a des mesures au CSSPI. Il y a des enseignants ressources en technologie dans les écoles et les milieux sont en ajustement des projets éducatifs. Donc, pourquoi ne pas poser la question? On a une autre personne, Caroline, je pense une de vos collègues au récit, qui précise qu'il faut cibler les actions prioritaires et adresser la vision, les incitatifs, les habiletés, les ressources et le plan d'action. Donc, un petit peu ce qu'on a vu finalement de la direction aussi à l'élève, comment on intègre le numérique pour que ce soit une plus-value. Si je peux ajouter un petit point en lien avec la question de Mme Leroux, mais également peut-être pour l'information de toutes et de tous. Vers la fin de notre présentation, on a mis un lien vers le répertoire des conseillers pédagogiques du récit. Donc, si vous êtes parmi nous et que vous êtes enseignant, conseiller pédagogique, direction, directeur, directrice, vous pouvez vous référer à ce répertoire pour voir qui sont les personnes ressources au récit dans votre centre de service scolaire. Ça peut être un bon point de référence pour vous renseigner, justement, avoir plus d'informations, du soutien par rapport à l'intégration du numérique en général. Excellent. Donc, Marie-Claude vient de nous partager le lien vers les conseillers du récit. Donc, n'hésitez pas à aller les solliciter. C'est le moment. Et puis, donc, c'est ça, nous pouvons, dans le clavardage, un nouveau message de Caroline, nous pouvons vous appuyer, c'est ça, dans votre transformation numérique pour votre développement professionnel. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à aller voir les conseillers du récit. Est-ce que d'autres personnes souhaitent se lancer pour cette période de questions? Merci beaucoup, Sophie. J'aimerais peut-être compléter, ça me fait penser aussi, une de nos préoccupations, bon, des fois, les enseignants ont à choisir entre aller se former en compétences lecture, parce que les élèves ont des difficultés dans leur classe, et intégration du numérique. Bien évidemment, ils vont opter pour la lecture. Nous, ce qu'on fait, en fait, en équipe à Marguerite Bourgeois, on essaie de collaborer le plus possible avec les conseillers pédagogiques disciplinaires pour que l'intégration du numérique ne soit pas vue comme étant une compétence à part. C'est transversal, donc ça devrait se retrouver un peu dans chaque. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans le soutien à la lecture à l'aide du numérique? Donc, donner quelques pistes par-ci, quelques pistes par-là. Comme ça, les enseignants peuvent identifier quelques petits pas qui vont vraiment venir soutenir les problématiques, en fait, de leurs élèves. Et ça aussi, c'est une des pistes qu'on essaie de mettre en place, une grande collaboration. On a parlé de les enjeux pédagogiques, les enjeux avec les TI, mais d'unir nos forces pour qu'on vienne vraiment avoir un impact là, sur l'apprentissage des élèves.
unir les forces pour aussi, du coup, accompagner cette transformation du rôle de l'enseignant, comme on l'a vu, enfin, ou l'enrichissement, comment le numérique va venir enrichir la profession et les pratiques. C'est aussi intéressant. Je pense que les communautés de pratique viennent aussi renforcer beaucoup avec le projet CAR. Du coup, je sais que c'est très, très porteur avec les partages d'expériences d'enseignants qui témoignent. Ah, bah, ça a marché, ça a moins marché. Pourquoi? Quels ont été mes défis? Parce qu'il y a aussi une grande part émotionnelle, je pense, dans cette intégration du numérique dans la classe. Ça peut être confrontant parfois. Si je peux me permettre, c'est exactement là que je voulais ajouter mon grain de sel, en fait, là, c'est d'utiliser en fait nos leviers, ces pratiques collaboratives-là qui sont en train de se déployer dans nos écoles pour favoriser l'intégration plutôt que l'ajout, en fait, hein, que ça ne devienne pas une charge supplémentaire. Voilà. C'est tout l'enjeu. Il n'y a pas de questions qui arrivent. J'en aurais peut-être une ou deux à vous poser, mesdames. En fait, je me demandais, en tant qu'enseignant, si on doit intégrer certains outils, il y a souvent des enjeux au niveau de l'accessibilité de ces outils, du coût, de la diffusion des données personnelles des élèves, de ce qu'ils vont pouvoir partager. Quels seraient les conseils que vous pourriez nous donner pour faire des choix éclairés au niveau de ces outils à intégrer dans la classe? Je peux commencer, je suis certaine qu'il y aura d'autres ajouts. En fait, c'est sûr, côté sécurité, accessibilité de l'information puis protection des données, c'est la première action, je dirais, c'est de se renseigner auprès des ressources informatiques de son centre de service, de son école, en fonction de l'institution. C'est vraiment les personnes qui vont pouvoir faire l'analyse de l'aspect sécuritaire. Ensuite, les conseillers pédagogiques vont pouvoir soutenir dans l'évaluation de l'aspect pédagogique d'un outil numérique, surtout que dans ça fait partie un peu de nos mandats pas un peu, ça fait partie de nos mandats de la veille pédagogique. Donc, souvent, on va être au courant, on reste à jour dans les nouvelles technologies qui sortent ou de plus anciennes. Donc, ça aussi, ça peut alléger la tâche de l'enseignant plutôt que lui se donne la surcharge de devoir tout connaître et tout savoir, puis aller décortiquer les informations. Puis si jamais il y a une personne qui est autonome et qui voudrait faire l'exercice, du moins l'aspect pédagogique en soutien aux apprentissages de l'élève sur le site en tant que tel des développeurs, on va pouvoir trouver de l'information. Mais le côté sécurité, il faut quand même toujours passer par ces services informatiques pour valider que ça passe puis qu'on peut cocher OK, c'est sécuritaire. Merci beaucoup pour la réponse. Et donc, c'est ça, les services en technologie dans les écoles peuvent nous accompagner. Et puis, on a une personne aussi qui nous écrivait que si vous avez la chance d'avoir un avocat dans votre centre de service, ils peuvent prodiguer des conseils. Et puis, il y a des formations au récit. Donc, vraiment, vous êtes très généreux, les conseillers du récit. Aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes. J'avais une autre question, du coup, si d'autres questions n'arrivent pas. Je me demandais au niveau c'est ça, des inégalités au niveau des élèves sur la compétence numérique. Comment gérer cette diversité peut-être des élèves dans la classe avec le numérique, en plus de devoir intégrer ces nouveaux outils? Une des pratiques aussi qu'on met en place dans les écoles, ça va être des brigades TIC ou des brigades d'élèves qui sont, disons, plus avancés dans l'intégration du numérique. Donc, plutôt que de perdre du temps, si on veut, à les former à des choses qu'ils savent déjà faire, bien, on va réorienter ou tirer profit là, de cette expertise-là. Il n'est pas rare de rencontrer des élèves qui sont capables de régler les problèmes de la vie de tous les jours des enseignants. Là, je pense que les TNI qui se mettent à afficher bleu ou des trucs comme ça. On a un élève qui se lève du fond de la classe, qui a ajusté un fil. Donc, ils ont parfois un instinct développé pour ça. Donc, c'est sûr de tirer profit à ce niveau-là. Puis de les pairer aussi avec les élèves, un peu comme on ferait avec des élèves qui ont de la difficulté en français ou des difficultés en mathématiques. On va souvent avoir l'idée là, de pairer des plus forts avec des élèves avec de plus grandes difficultés.
on les place ensemble, puis on peut aller pallier, donc de permettre la collaboration. C'est certain, si on est en randonnion, puis on demande le silence, on n'est pas dans nos pratiques gagnantes avec le numérique. Les élèves devraient être autorisés là, à poser des questions, à aller se dépanner, leur montrer où aller chercher l'information, leur montrer où se trouvent les tutoriels en ligne. Nous, on a développé plein de tutoriels qui s'adressent directement aux élèves pour que ce ne soit pas les enseignants qui aient à montrer comment se connecter sur Classroom, mais l'élève qui soit autonome dans sa recherche d'informations. Donc, tout ce genre de petites procédures-là peut vraiment aller alléger encore une fois le travail des enseignants. Excellent. Et puis, ça permet du coup aux élèves de prendre une place aussi dans la classe. Puis, ça soutient la motivation également. Donc, merci beaucoup. On a un autre commentaire de Caroline qui nous dit que ça passe aussi par offrir de multiples possibilités de se pratiquer et d'utiliser la technologie dans toutes les matières, donc dans le parascolaire, des programmes locaux, concentration, etc. Donc, merci beaucoup, Caroline, pour les partages aussi dans le clavardage. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que d'autres questions souhaitent être posées ou j'ai l'impression qu'on aurait fait le tour? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de vous diriger vers le panel. Un grand merci du coup à nos 3 invités pour les présentations qui étaient fort intéressantes et puis qui nous éclairent, je pense, posent aussi les bonnes bases pour la journée et ce symposium sur s'adapter à l'ère du numérique et soutenir la réussite des élèves. Donc, un grand merci, c'était fort utile. Merci pour le partage des présentations également dans le clavardage. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans d'autres salles en ligne aujourd'hui. Donc, très bon symposium à tous. Et puis, belle journée. Merci beaucoup tout le monde. Merci Marie-Emma.